Quelle nouvelle? Mais ça va et vous? Oui, ça va, ça va. OK, on va commencer tout de suite. Sans problème. Mhm. OK, Maître Mangan, vous travaillez avec une équipe d'avocats et depuis 2 ans, vous êtes en train de collecter des preuves qui peuvent demander justice et réparation par rapport aux communautés Banyamulenge, Tutsi et Hema en RDC. Vu les souffrances, tueries, viols, pillage des biens, des maisons, des bêtes, viols, vols, cannibalisme, etc. Où vous arrivez quant aux procédures d'accusation et où est-ce que vous accusez ceux qui ont commis ces forfaits et crimes? Alors, je vais d'abord vous apporter une précision. Oui, C'est que j'ai commencé à intervenir dans les dossiers concernés en 2019. J'avais été consulté quelques mois plus tôt oui, et c'était la première communauté qui m'a consulté, c'est la communauté Banyamulenge. c'est ça. Et donc, les premières plaintes datent de 2021 Oui, et déposées à Kinshasa. L'étape suivante, c'est que lorsque il y a eu des événements lourds au Nord Kivu, et notamment lorsque vous avez pu voir des jeunes, si vous vous souvenez, qui ont manifesté à la frontière, annonçant qu'ils allaient rentrer au Rwanda et finir le travail du génocide. oui, La communauté Tutsi du Nord Kivu, et que ce soit les mutualités Tutsi et que ce soit le mouvement Isoko, ont pris peur et m'ont demandé d'intervenir, ce que j'ai fait. mhm, Et puis, nous avons là aussi fait des conférences de presse, des informations. Et l'étape suivante, euh, il y a eu des jeunes Emma qui ont vu le travail que je faisais pour les Banyamulenge et pour les communautés Tutsi du Nord Kivu. Et ces jeunes m'ont contacté. Et à ce moment-là, nous sommes intervenus. Nous avons accepté de collecter les informations. Et je dois dire, ce qui se passait en Ituri était complètement occulté au niveau médiatique et au niveau judiciaire. Et j'avais assisté à vraiment des atrocités incroyables. C'est comme ça que l'histoire s'est faite, au même titre que il y a quelques mois, c'est les travailleurs et leurs organisations de la société civile katangaise, surtout les organisations syndicales, qui sont venus me voir pour m'expliquer ce qu'ils vivaient concernant la prédation au Katanga et la souffrance des populations. À chaque fois, c'était des groupes différents. C'est très important parce que, voilà, c'est ainsi que c'est arrivé chez moi et c'est ainsi que ça a été vécu. Le deuxième élément que je peux porter à votre attention, c'est que comme je suis la situation dans la région depuis de très, très nombreuses années, avec le temps
et notamment à la suite de la répression intervenue en 2015 au Burundi, au moment où il y a eu le débat sur le 3e mandat de M. Nkurunziza, avec mes amis avocats, nous avons mis au point une méthode pour collecter les preuves. Vous savez qu'un des débats les plus délicats qui soit, c'est de collecter les preuves. Et donc, nous sommes arrivés à une méthode, et cette méthode vise à la fois collecter des éléments de vidéo, collecter des audios, mais aussi créer des fiches techniques qui sont suffisamment circonstanciées pour permettre à des enquêteurs au niveau judiciaire de poursuivre les procédures. Et donc, cette méthode est assez originale et elle est basée aussi… Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. OK. Et cette méthode est assez originale et elle est basée sur la présence de citoyens qui sont conscients des événements et qui transfèrent les alertes concernant les événements auprès d'un central d'alerte que nous avons créé. Donc, les gens sont parfois surpris du niveau de qualité des informations que nous détenons. C'est lié à notre méthodologie, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un événement, il rentre dans la centrale d'alerte, nous créons une fiche technique concernant l'événement, où nous essayons d'être les plus rigoureux possibles, la date des faits, les circonstances, l'identité des victimes, les membres des familles, les témoins possibles, tout ce qui peut être amené comme preuve, ce qui nous donne l'occasion de bien avancer, je dirais, au niveau judiciaire. Et donc ce travail-là, nous le faisons depuis des années. Et c'est ça qui est la crédibilité de ce travail. J'ajoute aussi que chaque fois que nous avons une information, avant de la répercuter au niveau judiciaire, nous essayons toujours de la vérifier. Alors, on peut commettre des erreurs parce que ce n'est pas un travail simple, mais a priori, on a une méthodologie que l'on suit scrupuleusement avant de faire émerger une plainte. Alors, il faut savoir que normalement, dans les systèmes de droit pénal dans le monde entier, c'est la même chose. A priori, c'est le pays du lieu où le crime a été commis qui est en principe le pays compétent pour recevoir la plainte. Donc, nous, au départ, on a fait enregistrer nos plaintes et on les a envoyées auprès des procureurs, soit à Kinshasa, soit à Bukavu, soit à Goma, soit à Bunia. Donc, c'était les lieux où nos plaintes ont été déposées. Des plaintes très, comment dirais-je, structurées, c'est-à-dire, nous avons, par exemple, déposé une plainte, la première plainte que nous avons déposée pour les Banyamulenge, c'est une plainte qui fait plusieurs centaines de pages, qui est accompagnée des vidéos d'enregistrement des victimes ou des familles, des témoins, en telle sorte qu'il y a une matière pour faire le travail d'accompagnement. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'en ce qui concerne les plaintes que nous avons déposées en République démocratique du Congo, et ça c'est quand même très très grave, aucune plainte n'a été suivie des faits. Aucune. Notre première plainte concernant les Banyamulenge, notre avocat à Bukavu a été voir le procureur général qui a dit de toute façon, lui, il n'avait pas les moyens de gérer cette plainte. Donc, voilà, il n'y avait pas de moyens et on n'allait pas instruire et on n'allait pas la gérer. Donc, la gravité de ce qui se passe, c'est que, évidemment, que ce sont des plaintes dérangeantes, puisqu'elles ont concerné les discours de haine, mais elles ont aussi concerné les vols de vaches, les pillages, les viols, les personnes qui ont été assassinées
dans le cadre de l'ensemble de ces dossiers, et pour lesquels nous avons amené des éléments de preuve. Par exemple, lorsqu'il y a eu des problèmes de cannibalisme contre des membres de la communauté Banyamulenge au sud Kivu, nous avons remis, je pense, tous les éléments de preuve auprès des autorités judiciaires. Rien, mais quand je dis rien, c'est rien. Monsieur Bitwakera a été sanctionné et fait l'objet de mesures restrictives de l'Union européenne, mais les autorités judiciaires congolaises n'ont rien fait. Je peux donner beaucoup d'autres exemples. Et donc, quand on a constaté ça, on a décidé de collecter ces informations et de les amener auprès de la Cour pénale internationale. Donc, l'étape suivante, c'est de les amener auprès de la Cour pénale internationale. Alors, il faut être honnête, c'est a priori, la Cour pénale internationale, c'est un juge subsidiaire. C'est quand il y a une défaillance dans l'appareil d'État que la Cour pénale internationale travaille. Et nous savons que l'un des grands problèmes de la Cour pénale internationale, c'est que c'est une institution controversée au niveau de la politique judiciaire, et c'est une institution dont les moyens financiers ont été assez limités. Donc le travail de la Cour prend parfois des années et des années, et la population des justiciables qui demandent justice s'inquiète de cette situation. Mais en attendant, c'est ce que nous faisons systématiquement. Et il faut ajouter une chose, et je vais terminer par là, c'est que on peut se dire, mais quel est l'intérêt de cette situation, de ces plaintes, etc. Il est double. Il y a un premier intérêt que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que pour l'histoire des peuples, nous avons créé un mémorial judiciaire incontournable. Ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, les enfants de la région pourront consulter toutes ces archives et disposeront des éléments de preuve, des éléments d'identification. Si j'ai un membre de ma famille qui a été victime d'un assassinat, je pourrais peut-être aller retrouver dans la documentation de nos équipes des informations, et ça, c'est un élément tout à fait nouveau et qui, pour moi, est très, très important pour l'histoire de la région. Donc, il ne faut pas sous-estimer la dimension historique de ce qui est en cours. Il y a un deuxième élément qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est que les crimes qui sont commis sont souvent des crimes contre l'humanité, puisque ce qui est visé, c'est la destruction d'une communauté. Je prends par exemple les Banyamulenge. Encore cette nuit, j'ai reçu des informations sur les attaques menées par l'armée burundaise. C'est clair qu'on est devant une situation à minimum de nettoyage ethnique et un maximum de génocide, suivant l'interprétation de la notion de génocide. Et c'est un mot que je veux manier avec prudence et respect, tellement un génocide est quelque chose de grave. Mais donc, ce sont des crimes imprescriptibles. Et je dis toujours à mes amis et à mes clients et aux communautés concernées, peut-être que dans 5 ans ou dans 7 ans, il y aura un autre parquet, un autre gouvernement qui sera plus attaché au respect de l'état de droit, ou peut-être que le gouvernement actuel va évoluer, va se remettre en question et va dire, bien que je suis très très prudent, parce que quand je vois la situation, je ne comprends pas comment il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là, mais en attendant, voilà, il y a une marge de manœuvre, et moi j'espère très honnêtement que l'on va à toute façon, dans la durée, organiser une coopération entre la CPI et les autorités judiciaires
congolaises qui auront évolué. J'espère, même sans la CPI, que les autorités judiciaires congolaises évoluent et créent des organes de poursuite des auteurs de discours de haine, des auteurs de comportements criminels qui sont des crimes contre l'humanité, et que nous ayons un parquet spécialement dédié à ce genre de faits. Voilà la situation. C'est ça. Donc, en quelque sorte, les responsabilités au Congo, on peut dire qu'elles sont au plus haut niveau, parce que dès lors que les tribunaux n'ont pas les moyens, au moment où l'argent ne manque pas dans les caisses de l'État, peut-être il est orienté à d'autres choses, il y a la responsabilité de l'État, mais vient encore la responsabilité de l'État burundais. À part celle des milices Wazalendo et le FDLR, etc. Il y a plusieurs degrés sur la responsabilité. Donc, le premier degré, qui est assez simple, mais qui est aujourd'hui tout à fait patent, qui est tout à fait établi, c'est la carence de l'appareil d'État. Donc, l'État commet une faute. Donc, vous savez qu'il y a en droit des théories sur la responsabilité des États qui peut être engagée pour les fautes commises. C'est ça. Et donc, si l'État a mis en place un appareil judiciaire qui n'a rien fait pendant des années, sa responsabilité comme État peut être engagée à raison des manquements qui ont été commis, et la carence dans le travail d'information d'instruction judiciaire est un élément pris en considération. Il y a un autre degré que vous abordez qui est, et il y a un autre niveau de responsabilité de l'État qui est effectivement si un État, par déficit de gouvernance ou par choix politique, permet à des milices extralégales de se déployer sur son territoire. Effectivement, oui. Je vous donne un exemple qui est assez évident, mais que vous pouvez comprendre. En matière de mercenaires, vous avez des conventions internationales qui ont été conclues au niveau multilatéral, au niveau des Nations Unies, et auxquelles les États ont adhéré, dont notamment la République démocratique du Congo. Et nous avons constaté que les personnes qui ont travaillé comme mercenaires au Nord Kivu n'ont pas respecté le cadre juridique dans lequel un mercenariat peut intervenir au sein de l'État de la République démocratique du Congo. Nous avons par exemple des photos, des témoignages de présence de mercenaires à un moment donné dans une commune du Nord Kivu où des crimes contre l'humanité ont été commis contre des Tutsis, alors que les mercenaires étaient là et qu'ils étaient là en armes. Il y a eu des opérations là qui posent vraiment des problèmes. Donc, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir la question des Wazalendo qui sont présentés comme une sorte de force complémentaire de défense. Vous avez eu le même problème avec les milices Imbonerakure au Burundi. Donc là, il y a une responsabilité des États. Je continue. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, aujourd'hui, l'armée burundaise est présente dans la région de Minembwe et elle participe à une opération qui permet de commettre des crimes de guerre contre des civils, puisqu'il y a eu des bombardements avec des drones ou avec des avions Sukhoi qui ont touché des populations civiles du côté de Minembwe. Ça engage la responsabilité de l'État burundais dès lors que les forces militaires partent du Burundi.
Effectivement. Donc, tout ça, c'est un débat sur la responsabilité de l'État et le droit, à un moment donné, des victimes de réclamer des dédommagements. Vous avez un deuxième débat qui est très important par rapport aux crimes contre l'humanité, c'est le débat sur les chaînes de commandement. Alors, une fois qu'un crime contre l'humanité est commis, je prends un exemple connu, c'est ce fameux problème de cannibalisme qu'on a vécu au Sud Kivu, mais on a vécu aussi du cannibalisme en Ituri. La question est, jusqu'à quel point, dans l'appareil d'État, une personne qui est dans une fonction de gouvernance est au courant, soutient, avalise, voire dirige ou commandite. Et donc, cette question de la chaîne de commandement est analysée par les juristes. Et je vous donne un exemple pour l'Ituri, que je connais bien. Nous détenons la preuve qu'il y a eu des opérations volontaires de fraternisation entre les milices Codeco et les FARDC. Nous sommes convaincus que la responsabilité de M. Luboya peut être engagée, et nous le sommes parce que nous disposons de témoignages à l'intérieur des FARDC qui confirment que M. Luboya a sa responsabilité engagée dans cette affaire. Donc, à ce moment-là, vous entrez dans le débat sur le terrain. Des crimes contre l'humanité sont commis par les Codeco, appuyés par les FARDC, avec, dans la chaîne de commandement, notre capacité de démontrer que ça monte jusqu'à M. Luboya. La question ensuite… Entre parenthèses, Luboya, qui est un des grands chefs militaires dans cette région, province… voilà. Ouais. Et on peut continuer dans la chaîne en se disant jusqu'où le chef de l'État congolais ou le ministre de la Défense sont informés par M. Luboya. Et vous comprendrez que, que le travail d'enquête qu'un dossier pareil pourra générer va amener, le jour où il y aura un pouvoir judiciaire indépendant et fort au Congo, va amener à des révélations. Parce que qu'est-ce que je vois, moi, personnellement, dans mon expérience d'avocat, c'est que le jour où ces gens-là sont arrêtés, ils auront tendance à parler. Parce qu'ils vont dire, on ne va pas tomber tout seul. Il n'y a pas que moi qui doit avoir une condamnation à vie. Et à la limite, s'il a eu un ordre dans sa hiérarchie, ce n'est pas une excuse absolutoire, mais c'est un élément qui est une circonstance atténuante dans l'appréciation du système de preuve, du système de pénalité. Donc lui, il pourra à un moment donné avoir intérêt à révéler toute la chaîne de commandement. Vous voyez? Donc, là, on arrive vers quelque chose que l'on a déjà vécu dans d'autres dossiers, c'est-à-dire le problème de la chaîne de commandement, et donc jusqu'où un juge, au niveau des crimes, peut monter et rapporter la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, de la responsabilité engagée d'un politique, d'un haut gradé, etc. Vous voyez? C'est une question très importante. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a eu le discours de M. Ekenge concernant les femmes Tutsi, qui est un discours de haine classique de déshumanisation des femmes d'une autre communauté. C'est le modèle typique de discours de haine. La question que nous devons nous poser, nous juristes, c'est est-ce que c'est l'acte isolé
d'un fou qui se prononce de la sorte, ou est-ce que ça s'inscrit dans un contexte dans lequel on peut dire que la responsabilité d'autres personnes est engagée? Nous sommes d'avis, la plainte contre M. Ekenge va bientôt partir dans les jours qui viennent, nous sommes d'avis que le discours de M. Ekenge est un discours qui intervient dans des conditions tout à fait particulières, puisque je vois des photos et des images que les gens qui tiennent les mêmes discours de haine sont soutenus officiellement à New York et à Kinshasa par M. Patrick Mouyaya et par M. Tshisekedi. Or, Effectivement, ouais. M. Tshisekedi a investi M. Bitakwira, auteur de discours de haine, qui, il n'y a pas moins encore que quelques heures, parle des cancres là pour citer les Tutsis, qui a répété ses discours de haine à tout moment, et il est reçu par M. Tshisekedi et il est investi pour devenir député. Je prends un deuxième exemple. J'ai deux influenceurs proches de M. Mouyaya qui sont reçus à New York lors de la visite de M. Tshisekedi et de M. Mouyaya avec leur délégation au Conseil de sécurité. Donc, en même temps que l'État congolais est investi de certaines responsabilités au Conseil de sécurité, à quelques centaines de mètres de là, dans d'autres locaux, les auteurs de discours de haine sont reçus avec sourire et photo. Et donc, si je m'appelle M. Ekenge et que je devais être son avocat, je dirais, mais qu'est-ce que j'ai commis de mal, puisque ma hiérarchie fait pratiquement la même chose que moi, autrement. Vous voyez? Donc ça, c'est une question majeure sur la chaîne de commandement. Et au début du dossier, au début de 2020, 2021, 2022, nous espérions que la chaîne de commandement allait s'arrêter à un niveau, je dirais, de corruption dans la gestion locale des affaires, que les militaires FARDC ou les hommes de l'Uboya en Ituri, ben, c'était des éléments de corruption, ils vendaient des armes, ils récupéraient, ils partageaient des butins, etc. Mais je constate qu'on est beaucoup plus loin dans les éléments de preuve qu'on nous apporte et que là, le débat sur la responsabilité prend une dimension tout autre actuellement. Pour parler simple, on n'est pas loin d'un moment où on pourra se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans une situation qui n'est pas loin de ce qui s'est passé avant le génocide au Rwanda, c'est-à-dire avec aussi des milices, les Interamwe, avec aussi des discours de haine qui étaient prononcés au sommet de l'État, avec aussi des groupes dits de durs qui soutenaient ces liens entre ces milices et les forces militaires. Eh bien, je pose la question et donc, voilà, c'est là que le débat se pose et il va prendre de l'acuité avec le temps. Il va pas... Il y a des questions qui vont être posées, ça je le pense, franchement. Effectivement. Vous vous souvenez aussi des militaires qui ont été emprisonnés, lynchés, tués au sein de l'armée ou laissés à la vindicte populaire pour être lynchés puis brûlés, même à Goma. Absolument. C'est ça. Nous avons déposé plainte pour cette personne qui a été... et ici, j'ai reçu encore un message cette nuit. Je vais vous dire cette nuit. Donc ce n'est pas quelque chose de...
Voilà. Donc, nous sommes avec 5 militaires des FARDC, issus de la communauté Tutsi, exécutés en date du 13 décembre à Baraka, Fizi, Sud Kivu, par leurs compagnons d'armes et miliciens Wazalendo. Donc, il y a une alliance. Et on a le nom. Zitonda Mugabo, originaire de Massissi, Manu Mouire, capitaine FARDC, originaire de Massissi, Mugunga Munyarugendo, soldat première classe, originaire de Calais, Tuishime Kamanzi Léonard, capitaine FARDC, originaire de Rutshuru, et Bonigaba Sibomana, Jean Damien, soldat, grand caporal, originaire de Massissi, Nord Kivu. Voilà un exemple de militaires qui sont victimes des discours de haine et du délit de faciès. Et je ne parle pas des militaires qui ont été emprisonnés à Kinshasa et qui ont été emprisonnés sans que les règles de procédure pénale, que ce soit militaire ou civile, n'aient été respectées et qui ont énormément souffert. Et nous avons plusieurs cas de personnes qui sont mortes, vous voyez. Donc, ce sont des dossiers très lourds, hein. Ce ne sont pas des petits dossiers. Et tout ça, évidemment, nous n'avons pas la force d'un appareil d'État. Tout ça est basé sur des réseaux de volontaires, des membres de communautés qui, ensemble, travaillent pour ramener les faits et les porter à la fois à l'attention du monde, mais aussi les porter en justice. Mais nous avons en tout cas, nous nous trouvons devant une situation qui est quand même assez lourde et assez grave et qui, à mon avis, à terme, justifiera la poursuite des enquêtes. Ça me paraît assez clair. Oui. Il y a dans tous ces problèmes de responsabilité, il y a bien sûr le fait que les FARDC laissent faire les Wazalendo ou les milices ce qu'ils veulent, même quand ils sont tout prêts, mais aussi il y a la MONUSCO qui très souvent n'est pas très loin. À 1 ou 2 kilomètres, ils ont toute l'information et ils ne font rien. Eux, la MONUSCO, quelle est sa responsabilité? Alors, vous devez savoir que le débat de responsabilité a été posé au niveau international dans un procès assez célèbre qui s'est passé aux Pays-Bas concernant la responsabilité des troupes hollandaises venant sous pavillon des Nations Unies lors des massacres de Srebrenica. Et la question de la responsabilité des troupes hollandaises s'est posée. Et il y a un débat qui est en cours, qui n'est pas terminé, posant la question, est-ce que on se trouve devant un problème de responsabilité individuelle, de responsabilité de l'État qui a amené ces troupes sur le territoire concerné. Et là, il y a tout un débat, puisque vous savez qu'une fois que les troupes opèrent sur le territoire d'un État au titre des Nations Unies, la chaîne de commandement rapporte à New York et ne rapporte plus normalement aux états-majors des pays. Donc, vous voyez où le problème se pose. Et puis, il y a la responsabilité des Nations Unies. Moi, je pense personnellement que cette responsabilité est importante. Vous savez que nous avons pu mettre à jour, après les événements qui ont abouti à l'arrivée de l'AFC M23 à Goma, notre collectif, il enquête, que ce soit sous le gouvernement congolais à Kinshasa ou sous présence du gouvernement mis en place par l'AFC M23. Nous ne sommes pas concernés par les débats politiques. Mais donc, nous avons continué à enquêter et nous avons pu démontrer qu'en réalité, et ça, je crois que c'est quelque chose qui va de plus en plus apparaître, vous allez voir, il va encore avoir plus d'informations qui vont sortir. Vous verrez que
ce dont on a fait rêver les FDLR à un moment donné, c'est qu'ils allaient pouvoir rentrer au Rwanda et renverser le régime de Kigali. Oui. Et c'est comme ça que autant d'armes ont été retrouvées à la frontière et Mhm. que des jeunes FDLR ont fonctionné. Et puis, vous savez que Mme Bintou Keïta, après les opérations sur Goma, est revenue voir pour discuter avec les responsables AFC M23 et qu'à cette occasion, elle a dit qu'elle n'était pas au courant de tout ça. Mhm. Alors, c'est quand même un problème majeur Oui, parce effectivement. que si vous êtes responsable de la MONUSCO et que vous gérez le premier réseau d'information qui devrait être beaucoup plus performant que le mien, que celui de notre Oui. collectif. Notre collectif, c'est les personnes privées. Eux, ils ont des moyens. Ils ont les moyens d'entrer dans les conversations téléphoniques. Ils ont moyen de suivre. Donc, ils ont des moyens que nous n'avons absolument pas. Et nous sommes mieux informés qu'eux. Alors, ce que vous dites sur ce qui s'est passé avec les milices Codeco, c'est très très vrai. Donc, il y a eu des massacres alors que les troupes de la MONUSCO étaient à 1500-2000 mètres du lieu où les massacres ont été commis et ces troupes sont arrivées après que les massacres aient été commis. Or, vous devez savoir que moi-même, à la demande de la communauté qui avait vu l'arrivée des milices Codeco, ils m'ont demandé, les gens de la communauté, d'écrire et aux équipes de M. Louboya et à la MONUSCO des messages demandant l'intervention pour protéger la population. Donc Mhm. moi, à Bruxelles, je suis informé de l'arrivée des milices Codeco, de l'imminence des attaques. On me demande de tirer une sonnette d'alarme que je tire, et en même temps, on a une carence locale de la MONUSCO. Mais je vais plus loin. À un moment donné, je vais vous donner, je vais même plus loin. À un moment donné, euh, après des massacres qui avaient touché énormément de membres de la population Emma, Mhm. il y a eu une programmation d'une visite de M. Lacroix, Mhm. qui travaille aux Nations Unies à New York, Oui. avec une délégation, avec Mme Bintou Keïta, etc. Mhm. Avant la visite de M. Lacroix, il y a eu des militaires de la MONUSCO et des responsables militaires qui sont venus voir la population pour lui demander de ne pas accabler les gens de la MONUSCO. Mhm. Et la, Ou de l'ONU. Mhm. voilà. Et la population a dit, nous voulons que les équipes de Maître Minguin soient là Mhm. et nous assistent pour que nous puissions dire publiquement la vérité sans risque pour nous. Mhm. Et finalement, cette visite a été annulée. C'est ça. Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu. Oui, oui, effectivement. Ce Mhm. n'est pas des choses banales. Mhm. Et donc, tout ça, nous gardons bien dans nos, je dirais, dans nos tablettes, tous ces éléments, et nous allons Mhm. continuer aux Nations Unies, et la raison pour laquelle ils ont fait une présentation aussi clivante et diabolique de la situation, manquant un peu de respect pour toutes ces communautés. Euh, dans les différentes présentations qui sont faites à la MONUSCO, à l'ONU, aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, notamment la 59e présentation, euh, euh, qui est présentée à l'Assemblée générale euh, en juillet
entre mai, juin et juillet 2025, je constate que les autorités des Nations Unies sont informées sur les droits et sur les, je peux dire, les massacres commis envers ces communautés. Mais ils n'en font pas état d'une manière claire, hein. Je parle du moins du secrétariat des Nations Unies. Ils n'en font pas état dans toutes leurs présentations sur la situation au Congo. Et ils n'en parlaient pas beaucoup, d'une manière claire sur les victimes, les droits des victimes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Manga? Alors, moi, je pense que l'histoire se répète. Ne perdez jamais de vue que lorsque les événements ont surgi dans les années 90, 94, même 95, au fond, les Nations Unies ont été plus sous pression des enjeux diplomatiques que dans une recherche de prendre en compte les intérêts fondamentaux des populations civiles. C'est ça. Je reste convaincu que les logiques des États sont fort à distance des logiques des peuples. Je vous donne 2-3 exemples. Regardez ce qui se passe à Minembwe. Oui. Bon. Je ne prends pas position pour le FCM 23, mais je sais que mes clients à Minembwe m'ont dit qu'ils étaient heureux de cette arrivée parce qu'ils espéraient que ça allait arrêter la prise d'otage des populations civiles. Oui. On a demandé le retrait de ces troupes à FCM 23. Mais qu'est-ce qu'on a mis à la place qui protège les populations Banyamulenge? Cette nuit, ces populations ont encore été attaquées par les forces burundaises alliées au FARDC. Oui. Comment expliquer que la diplomatie internationale sacrifie une communauté sur l'autel d'une réelle politique? Je prends le problème du Katanga. Qu'est-ce qui m'a frappé dans la situation au Katanga? Ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, voilà une province qui aurait dû normalement avoir une ville comme Doha, comme Dubaï, comme Abu Dhabi, tellement il y a de richesses, et que la population voit son état de bien-être protégé, que les règles en matière d'environnement soient respectées. Et au fond, nous dénonçons ces faits. Nous les avons dénoncés, vous le savez, par une plainte que nous avons déposée en Belgique. Nous avons fait des conférences. Cette démarche, ce n'est pas la démarche de Bernard Manga, c'est une démarche qui est soutenue par la société civile katangaise, qui est aujourd'hui en ébullition. Mais quand vous parlez avec des amis occidentaux de la situation du Katanga, ce n'est pas la question. La question, c'est qui va contrôler les minéraux? Est-ce que c'est les Chinois, ou est-ce que c'est les Indiens, ou est-ce que c'est le Congo, ou est-ce que c'est les Américains? Quelle est la place demain des Européens? Alors, je ne nie pas l'importance géopolitique des minerais, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut continuer à vivre avec un système à ce point corrompu qu'il appauvrit structurellement toute une population, avec des eaux dans les rivières qui sont polluées, sans aucun respect. Vous avez la même chose à Kinshasa, mais peu importe, sans aucun respect pour la population, et où il y a des gens qui meurent.
à raison de ces faits. Et donc, je pense pour ma part que le vrai enjeu des Nations Unies, c'est la distance entre les besoins des peuples et les stratégies diplomatiques qui sont en jeu, qui souvent, quand je dis souvent, c'est un euphémisme, qui trop souvent et de façon insupportable négligent les intérêts des populations. Et finalement, vous avez des discours creux prononcés, soi-disant au nom des intérêts des populations, mais en réalité, les diplomaties jouent. Même mon pays, même la Belgique, la Belgique rêve toujours d'avoir un rôle à jouer en Afrique parce qu'elle était une ancienne puissance coloniale dans la région des Grands Lacs, qu'elle était au Congo, au Rwanda, au Burundi. Donc c'est un peu encore une terre de conquête, mais ça n'a pas de sens. À l'aune des enjeux du XXIe siècle, ce qui devrait tous nous préoccuper, c'est le bien-être des populations. C'est ça qui devrait être dans le projet de gouvernance globale et multilatérale et présent aux Nations Unies, en telle sorte que si on dit vous vous retirez d'Ouvira, on garantit qu'il n'y a plus rien qui se passe et que les populations sont protégées. Si on voit ce qui se passe en Ituri et avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la MONUSCO qui ne bouge pas, ben, comment est-ce que dans la chaîne de commandement, on modifie les choses pour que la MONUSCO protège effectivement les populations civiles? Ça fait partie de sa mission. Vous voyez, et c'est ça les enjeux. Et donc, oui, alors moi je ne suis pas un homme politique, je ne vais pas commencer à faire des grandes déclarations à ce sujet-là, mais je suis quand même un homme de justice et d'état de droit, et je pense que les États sont là pour protéger les populations, les États sont là pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la criminalité liée à la corruption, pour préserver les populations civiles d'une violence basée sur la haine ethnique, eh bien ça, c'est la défaillance des Nations Unies aujourd'hui. Et au fond, moi je le dis avec ma conviction d'homme, rappelez-vous que M. Kofi Annan est venu demander pardon à Kigali pour ce qui s'est passé. Je crains qu'un jour, un secrétaire général des Nations Unies doivent venir à Goma, venir à Bunia ou venir à Bukavu ou à Lubumbashi, demander pardon aux populations pour la façon avec laquelle elles ont été traitées. Effectivement, là, vous rappelez donc les droits. Il y a les droits humains et les droits économiques des Congolais, pas seulement Tutsis, ou du Katanga, de tous les Congolais en fait qui sont occultés par cette situation de guerre. On fait comme si les droits humains n'existaient pas. Tout le temps, on parle des minerais et on fait comme si c'est ça l'unique chose. Mais on est d'accord. Oui. Effectivement, Maître Manga. Merci beaucoup de vous entretenir avec Tech Biz Today. C'est un Avec plaisir. plaisir. Vous êtes notre premier grand invité et nous allons continuer avec des échanges approfondis sur plusieurs dossiers. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Pareillement. Et bonjour à vos lecteurs et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Continuez votre métier d'information, c'est tellement précieux. C'est ça. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.